Émilie et Nolasque, pionniers de la Franco-Amérique. L'ampleur du drame est assez bien connue. Après l'échec patriote de 1838 en faveur d'un pays libre et francophone, le peuple québécois connaît un profond repli identitaire et une grande détresse économique. Pas moins d'1 million de Canadiens français vont alors définitivement quitter le Québec pour se noyer dans l'Amérique anglophone. Le sud de Montréal est particulièrement touché. En Montérégie, par exemple, la population diminue de près de moitié entre 1850 et 1900, et ce, malgré un taux de natalité vertigineux. En 1868, le curé Antoine Labelle témoigne que, de dimanche en dimanche, les bancs de son église se vident littéralement. Il quitte alors pour les terres de l'Ouest, les mines du nord de l'Ontario, mais surtout pour les États de la Nouvelle-Angleterre, le Massachusetts, le Connecticut, le New Hampshire et New York, où leurs descendants forment aujourd'hui une communauté de plusieurs millions d'individus dont l'assimilation est à peu près achevée. Le cliché représentant une diaspora de pauvres prolétaires, isolés par la langue et la religion, peinant pour les patrons anglophones dans l'industrie textile, doit cependant être fortement nuancé. Une fois la barrière de la langue franchie, les Canadiens français réussissent dans une foule de domaines, contribuant de manière significative à la culture et à la prospérité américaine. Certains de ces exilés du Québec vont même devenir de véritables légendes. On pense par exemple à Jean C. Garand, né à Saint-Rémy, devenu armurier au Rhode Island, où il produit le fameux fusil M1 Garand qui équipa l'armée américaine durant des décennies. On pense aussi à Léo Dandurand, promoteur sportif aux États-Unis, puis propriétaire des Canadiens de Montréal et fondateur des Alouettes de Montréal, ainsi qu'à Aram Potier, homme d'affaires à succès et gouverneur du Rhode Island pendant 19 ans. Bien avant Céline Dion, la créativité et la fantaisie des Québécois leur assurent le succès sur Broadway et à Hollywood. On pense en particulier aux fabuleuses vedettes de musical que furent Fifi Dorsey, Blanche Lamont et Eva Tanguay, toutes d'origine québécoise. Chacune fera aussi carrière au cinéma à une époque où le muet ne se préoccupe guère que l'on parle anglais sans accent. Quant à Hubert Rudy Vallée, comédien, musicien et chanteur, il est toujours considéré comme le tout premier des crooners, prédécesseur de Bing Crosby et de Frank Sinatra. Loin de se cantonner à la Nouvelle-Angleterre, les Québécois de l'Exode rayonnent partout vers l'Ouest où on les retrouve à l'origine de nombreuses villes. C'est Jean-Baptiste Beaubien, qui est l'un des premiers résidents de Chicago, Jacques-Timothée Boucher, qui fonde Nashville, Salomon Junot, qui fonde Milwaukee, Alexandre Faribault, qui fonde Saint-Paul, Minneapolis, et Michel Ménard et ses frères, qui fondent Galveston, au Texas. Les succès québécois en Californie sont particulièrement remarquables. C'est Léon Victor Prudhomme qui y aurait trouvé la première pépite d'or en 1848. Il sera suivi par des entrepreneurs audacieux tels que Damien Marcheseau et surtout Prudent Baudry, maire de Los Angeles entre 1874 et 1876, en même temps qu'à l'autre bout du continent, son frère Jean-Louis est maire de Montréal. Bientôt, ces Québécois de la diaspora contribuent à forger le rêve américain lui-même. On pense en particulier à Ernest Dufault. Devenu romancier et dessinateur à succès sous le pseudonyme de Will James, ce Québécois de Saint-Nazaire d'Acton, à l'origine de la plupart des poncifs du western américain, accède au rang de légende de l'Ouest. On pense aussi bien sûr à Jean-Louis Jack Kerouac, une des têtes d'affiche de la Beat Generation des années 1960 et toujours considéré comme l'un des plus grands auteurs américains. Il a quitté Alma avec toute sa famille pour aller aux États, travailler à l'usine. Lui parti de Chicoutimi, attiré par ses rêves, chercher l'or, en trouver aussi, prospecter au Klondike. Pionniers de l'Ouest. Nulle part les Québécois ne se sont autant démarqués que dans le vaste Nord-Ouest. Là, certains sont demeurés célèbres. Qu'ils aient été prospecteurs, pionniers du Klondike, politiciens, entrepreneurs, trappeurs, religieux ou simples aventuriers. L'un des premiers Blancs à explorer le Yukon,
François-Xavier Mercier est considéré comme le roi de la fourrure du Nord. Né à Repentigny en 1838, il est le cousin du premier ministre Honoré Mercier. À San Francisco, il fonde la Pioneer Company, puis se rend en Alaska en 1868. Là, il met sur pied diverses entreprises de traite à bord d'un petit bateau à vapeur, sillonnant pendant plus de 15 ans le fleuve Yukon. Avec sa stature de géant, son dynamisme et sa perspicacité, Mercier inspire le respect et demeure gravé dans les mémoires. Il quitte le Yukon peu avant le Gold Rush et retourne vivre à Montréal. Il voyage aussi aux États-Unis et en Europe où il donne des conférences sur ses explorations. Si la capitale de l'Alaska s'appelle aujourd'hui Juneau, c'est en l'honneur d'un autre petit gars de Repentigny. Joseph Juneau avait suivi les diverses ruées vers l'or avant d'aboutir en Alaska, où il trouve sa première pépite d'or le 3 octobre 1880. Il délimite aussitôt ses concessions autour de la future ville. On raconte que Joe Juneau était toujours prêt à payer des vers aux mineurs, ce qui lui aurait valu leur sympathie au moment de baptiser la ville. La gloire et la fortune ne durent pas. Prospecteur dans l'âme, Juneau se ruine à acquérir des concessions sans valeur. À sa mort, en 1899, il tient un modeste restaurant à Dawson. Joseph Ledoux connaît en revanche beaucoup plus de succès. Né en 1855 près de Plattsburgh dans l'État de New York d'une famille québécoise, il quitte à 19 ans pour faire fortune dans l'Ouest. En 1882, il cherche l'or en Alaska, puis on le retrouve au Yukon, où il est parmi les premiers à traverser la célèbre Chilkoot Pass qui seule donne accès aux riches gisements aurifères. Il acquiert ainsi, en 1894, de vastes terrains sur le site de la future ville de Dawson, dont il dessine lui-même les rues. Il y aménage ensuite une scierie au moment même où commence la ruée vers le Klondike. Sa scierie fonctionne bientôt jour et nuit. Il construit ensuite un magasin, premier édifice de Dawson, puis le premier saloon de la ville, le Pioneer. Il devient ainsi millionnaire en moins de 2 ans. Le fondateur de Dawson retourne alors dans le sud, où il s'occupe de bonnes œuvres. Sitôt parti, plus de 8000 kilomètres de train, de marche, de fleuve et puis prospérer au Klondike. Nolasque Tremblay et Émilie Fortin. Au total, environ 10 000 Québécois, presque essentiellement des hommes, participent à la ruée vers l'or du Klondike de 1897 à 1905. Certains connaissent la richesse, d'autres la déchéance, mais tous auront à composer avec un environnement d'une rudesse extrême. François Buteau et ses compagnons du Québec, dont Louis Côté et French Joe, étaient de ces durs à cuire. Inventif et dégourdi, le groupe de Buteau prospecte vers 1887 à l'île des 16 Menteurs, nommée ainsi à cause des exploits invraisemblables dont ils se vantent. Ils vivent là, sans provisions, devant leur survie aux seules ressources de la chasse et de la pêche, entassés dans 3 petites cabanes d'une saleté sordide qui sont infestées de moustiques l'été et si glaciales l'hiver, faute de poêle à bois, que les blocs de glace qui servent de fenêtres ne dégèlent pas d'une goutte. Une telle précarité est la norme au Klondike. On comprend bien alors combien une jeune femme espiègle comme Émilie Fortin a pu révolutionner ce pays d'hommes rudes à l'époque du Gold Rush. Née à Alma en 1872, Émilie Fortin a dû, comme des milliers de Québécois, prendre la route des manufactures américaines avec toute sa famille. À l'âge de 22 ans, elle fait la rencontre d'un compatriote devenu chercheur d'or au Klondike, ce pays sauvage où les femmes blanches ne s'aventurent guère. Né à Chicoutimi en 1860, Pierre Nolasque Tremblay s'est retrouvé au Yukon, cherchant de l'or au Klondike, près du poste de 40 Miles, au pays des Dénés. Après 7 ans de labeur, Tremblay est devenu riche. Il a 33 ans. Il décide alors de retourner voir sa famille qui, comme celle d'Émilie, vit maintenant dans l'État de New York. Aussitôt mariée en 1894, Émilie accepte de suivre son mari au Klondike. Un éreintant voyage de 8000 kilomètres. La jeune fille garde un souvenir féerique de sa première traversée des Rocheuses et devient la toute première femme blanche à franchir la Chilkoot Pass. Arrivée à Miller Creek, Émilie organise promptement la vie dans la cabane de son époux, cultivant même un potager sur la toiture.
Jeune fille gaie et enjouée, elle était la seule femme du comté à avoir suivi son mari. Elle devint rapidement l'infirmière, la sage-femme, le prêtre de service, favorisant l'évangélisation catholique, d'où son surnom de mère des missionnaires. À Noël, elle convie tous les mineurs du coin à un réveillon par des invitations inscrites sur de l'écorce de bouleau. La faim, le froid, les avalanches, ils avancent coûte que coûte. 40 miles Dawson, Miller Creek, c'est tout le Yukon qui palpite, l'espoir qui bat au rythme des pioches et des pépites. Après un séjour de 3 ans au Québec et aux États-Unis, Émilie et Nolasque reviennent en 1898 au Klondike, où la ruée vers l'or bat son plein maintenant. Le couple, qui connaissait le pays mieux que quiconque, n'a cependant aucun mal à trouver de bons emplacements à l'écart de l'agitation, des saloons et des maisons closes de Dawson. Plus tard, ils s'établissent définitivement à Dawson, où Émilie ouvre un magasin de vêtements pour dames, aujourd'hui classé bâtiment historique, sans pourtant cesser leurs activités de prospection. Émilie et Nolasque vécurent ensemble 43 ans sans jamais se séparer. Le couple n'eut pas d'enfants, mais adopte une des nièces d'Émilie. Nolasque meurt en 1935. Les journaux de l'époque le présentent alors comme « The Grand Old Man of the Yukon », le plus ancien résident de la région de Dawson. Il avait fait montre de qualités humaines extraordinaires, dont une générosité peu commune. Émilie, qui se trouve veuve à l'âge de 63 ans, se remarie 7 ans plus tard à un autre chercheur d'or canadien-français, Louis Lagroix. Elle passe ses dernières années dans une maison de retraite à Victoria, où elle meurt en 1949 à l'âge de 77 ans. Émilie Fortin-Tremblay était une femme très courageuse qui s'est distinguée par son engagement social et son dévouement pour les autres. Elle était marraine de 25 enfants, dont de nombreux autochtones. Les distinctions et récompenses qu'elle s'est méritées sont aujourd'hui, pour la plupart, conservées au Musée du Saguenay au Québec. À Whitehorse, la seule école française du Yukon porte toujours le nom de cette grande pionnière de la Franco-Amérique. Elle a quitté Alma avec toute sa famille pour aller aux États, travailler à l'usine. Lui parti de Chicoutimi, attiré par ses rêves, chercher l'or, en trouver aussi, prospecter au Klondike. De passage dans sa famille, en exode aux États-Unis, Nolasque raconte ses aventures et embrase le cœur d'Émilie. Sitôt marié, sitôt parti, plus de 8000 kilomètres de train, de marche, de fleuve et puis prospérer au Klondike. C'est la rencontre improbable de deux aventuriers. C'est l'histoire incroyable d'Émilie Fortin, de Nolasque Tremblay. Émilie, première blanche à franchir la Chilkoot. La faim, le froid, les avalanches, ils avancent coûte que coûte. 40 miles Dawson, Miller Creek, c'est tout le Yukon qui palpite, l'espoir qui bat au rythme des pioches et des pépites. C'est la rencontre improbable de deux aventuriers. C'est l'histoire incroyable d'Émilie Fortin, de Nolasque Tremblay. À la frontière alaskane, viande de bois, fleurs nouvelles, une toute petite cabane que leur amour étreint. Voilà qu'une nuée
de prospecteurs désertes, vestiges de la ruée, tout gagner et tout perdre. Émilie et Nolasque, en ces terres les aïeux, la mémoire, les monarques, des pionniers valeureux. C'est la rencontre improbable de deux aventuriers, c'est l'histoire incroyable d'Émilie Fortin, de Nolasque Tremblay.